Bonjour Steve. Et merci d'être avec nous comme tous les lundis. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'université Bar-Ilan de Tel Aviv. Et on démarre cette conversation, Ilan, avec la politique, bien sûr, et un événement cette semaine, la fermeture des listes électorales pour les législatives du 1er novembre prochain. Zoom d'abord avec vous, Ilan Greisamer, sur la situation à gauche où aucun accord n'a pu être trouvé entre Meretz et les travaillistes. Exactement, on est vraiment à la toute dernière limite avant la fermeture des listes. Et c'est le moment où il faut se décider, faire le forcing. Et à gauche, la grande question reste, est-ce que le Parti travailliste et le Meretz vont faire ou non liste commune? Or, cela peut avoir des conséquences importantes jusqu'à la conséquence essentielle, c'est-à-dire qui va constituer le prochain gouvernement. Peut-être l'un des deux partis de gauche, ce sont de tout petits partis, le Parti travailliste aujourd'hui et le Meretz, peut-être l'un des deux ne va pas passer, alors ses voix seront perdues, ce qui est très mauvais pour le bloc, disons, du changement. Rappelons, le Ilan bloc de Greisamer, gauche. qu'il faut que chaque parti obtienne au moins 3,25% des votes. Voilà. Alors, ce n'est pas d'ailleurs ce qui existait au début lors de la création de l'État d'Israël, mais ça a été progressivement augmenté. Or, aujourd'hui, 3,25% ou 4 députés minimum, ce n'est pas si facile à atteindre. Il y a des partis qui, d'après les sondages, sont crédités de 4 ou 5 sièges, c'est-à-dire passent le seuil, mais tout juste. Or, ils peuvent très bien ne pas passer et à ce moment-là, c'est la catastrophe pour leur bloc. Qu'en est-il des partis arabes? Est-ce que là aussi se posent des questions sur les alliances, mais aussi finalement, et c'est souvent le cas dans cette partie de la population lors des dernières élections, la question du taux de participation de la population arabe israélienne? Voilà, il semblerait que cette fois-ci, il y ait vraiment, je dirais à la limite, très peu d'Arabes qui se déplacent pour aller voter. D'où est-ce que ça vient? Il y en a qui sont découragés. Une des raisons du découragement de beaucoup d'Arabes, c'est cette terrible violence qui a lieu aujourd'hui dans les villes, dans les villages arabes. Il n'y a pas un jour qui se passe sans des assassinats, des meurtres, des colis piégés, des choses de ce genre. Et il y en a qui disent, finalement, l'État ne fait rien pour nous, il y a cette violence, on reste chez nous le jour des élections. Or, je dirais que c'est tout l'intérêt du bloc de droite que les Arabes ne se déplacent pas, et c'est tout l'intérêt du bloc Lapid, Gantz ou la gauche que les Arabes changent d'avis et viennent voter. Donc il y a là quelque chose de très sérieux qui est en train de se passer à l'approche des élections du côté des Arabes. À droite maintenant, Ilan Greisamer, on l'avait déjà noté la semaine dernière, les relations sont toujours tendues entre, d'une part, les chassidim de l'Agudat Israël et d'autre part, les lituaniens de Degel HaTorah, alors qu'à droite, et en particulier du côté de Benjamin Netanyahu, on espère qu'il y ait alliance là aussi. Alors, c'est tout à fait parallèle à ce que nous avons dit des partis de gauche pour Yair Lapid. Là aussi, pour Netanyahou, c'est extrêmement important que les Haredim, les ultra-orthodoxes, aillent ensemble dans une liste commune à l'élection. Or, juste avant la fermeture des listes, les choses ne sont pas claires parce que, encore une fois, les Hassidim, surtout la Hassidoute de Bels, va de son côté, alors que les Lituaniens, menés par Gafni, le député Gafni, ne sont pas du tout d'accord avec eux. Alors, vous savez, vous connaissez Israël, c'est possible qu'en quelques heures, en quelques minutes, les choses se mettent en place. Mais, dans le money time, comme on dit dans le football. Voilà, mais Netanyahou est très inquiet de cette histoire des Haredim et de la possibilité qu'ils aillent en deux listes aux élections, ce qui serait très mauvais de son point de vue. Est-ce qu'on peut parler, Ilan, d'une extrême fragmentation de la carte politique israélienne? Oui, d'une certaine façon, oui. Il y a beaucoup de partis, beaucoup de tendances, beaucoup de mouvements qui ne s'entendent pas les uns avec les autres. D'un autre côté, on arrive quand même là à la question Bibi Netanyahou ou pas Bibi Netanyahou. C'est-à-dire qu'il y a très clairement un bloc qui voudrait un gouvernement de droite dirigé par Netanyahou. Il y a là les ultra-orthodoxes, il y a le Likoud, il y a l'extrême droite, il y a un tas de gens qui veulent ça. Et en face,
il y a le bloc qui dit nous n'avons rien contre la droite israélienne, mais Netanyahou, c'est fini. Donc c'est quand même une cassure, malgré la fragmentation, une cassure en deux blocs qui est très nette. Et dans cette perspective, Ilan Grayzhammer, l'événement du week-end a été un coup de théâtre, un nouveau coup de théâtre avec la séparation entre Ayelet Shaked et Yoaz Hendel autour, là aussi, d'un désaccord sur la perspective d'une future éventuelle coalition avec ou sans Benjamin Netanyahou. Absolument, absolument, c'est ce dont tout le monde a parlé ces 2 derniers jours. Il faut comprendre quelque chose. Aujourd'hui, les 2 blocs sont très clairs et à peu près à égalité. Ça va se jouer sur 2-3 sièges et on sait où ils sont. Ils sont dans la droite modérée, la droite qui n'aime pas l'extrême droite de Ben Gvir et qui n'est pas chaude pour Netanyahou, mais qui ne veut pas non plus la gauche et les Arabes. Alors, qui va emporter ces 3-4 sièges, ces 2-3 sièges? C'est ça la question. Maintenant, Ayelet Shaked, que vous évoquiez, aimerait beaucoup capitaliser ce petit morceau d'électorat, avoir 4 sièges de ce côté-là, puis rejoindre la coalition de Netanyahou. Bon, Ayelet Shaked qui devrait annoncer dans les prochaines heures, Ilan, une alliance avec Abayit HaYehudi, dirigée par Yossi Brodny désormais. Oui, je dirais que d'une façon générale, si on suivait le parcours de tous les députés israéliens, dans quel parti ils ont été, de quel parti ils ont fait scission, quel parti ils ont rejoint, on arriverait à des choses absolument folles parce que les gens se réunissent, les gens se scindent, mais nous en saurons plus évidemment dans 2 jours. Nous allons savoir quelles sont les listes définitives et à ce moment-là, la véritable campagne électorale pourra commencer. Autre événement de la semaine, à la fois politique mais aussi et peut-être surtout diplomatique, ces tensions entre les responsables israéliens et l'administration américaine autour de la question de l'usage et des règles d'usage d'ouverture de feu données aux soldats après qu'Israël ait rendu les résultats de son enquête concernant la mort au printemps dernier de la journaliste d'Al Jazeera, Shireen Abu Akleh. Oui, bon. Disons-le, les relations entre les États-Unis et Israël sont bonnes. Les États-Unis sont le principal allié de l'État d'Israël, c'est sûr. Mais il y a des désaccords. D'abord, le grand désaccord actuel, c'est sur le nucléaire iranien et la possibilité de signature d'un nouvel accord. Pour l'instant, c'est un peu repoussé au calendrier grec, mais disons que là-dessus, Israël et les États-Unis ne voient absolument pas les choses du même œil. Et puis maintenant, autre raison de dissension, les États-Unis ont été très critiques d'Israël en ce qui concerne les consignes d'ouverture du feu des soldats, sous-entendant que c'est à cause de ça qu'a été tuée la journaliste Madame Abu Akleh. Et Israël a répondu très vertement aux Américains que ce n'est pas leurs affaires, disons-le, ce n'est pas leurs oignons de se mêler des consignes de sécurité des soldats israéliens. Et je dirais que, bon, ça a fait un peu de gaz, d'eau dans le gaz, disons, entre les 2 parties. Ilan Grayzhammer, il nous reste à peine 2 minutes, mais je voudrais que vous nous disiez un mot avant de nous quitter sur le 100e anniversaire de Léon Ashkenazi, le Rav Ashkenazi et penseur Zichrono Livracha, Manitou, les 100e anniversaire de sa naissance, et vous m'appreniez tout à l'heure que vous aviez été proche de Manitou. Oui, j'étais proche de Manitou d'abord dans ma jeunesse à l'école Gilbert Bloch d'Orsay, mais également après que Manitou ait fait son alia et fait toutes les activités éducatives qu'il a fait en Israël, j'ai été avec lui tout au long de cette aventure. Et je voulais juste dire une chose, c'est que je trouve qu'on n'a peut-être insisté sur certains aspects lors du centenaire de sa naissance, mais il y a un aspect qui est, à mon avis, particulièrement intéressant, c'est le fait que tout en étant un juif orthodoxe, un rabbin, Manitou n'a jamais hésité à faire des choses que nous ne voyons pas chez les rabbins orthodoxes, par exemple, en France, en tout cas en Israël. Par exemple, faire étudier les garçons et les filles ensemble, faire étudier aux gens des textes de la Kabbale, être
à l'unisson de la jeunesse, en quelque sorte, et de briser un certain nombre de tabous. Il y a certainement des gens qui pensaient, mais qu'est-ce qu'il fait, ce rabbin orthodoxe? Il ne se conduit pas comme il faudrait, mais il n'osait pas parce que c'était un grand penseur. Et je pense qu'à ce centenaire, il faut rappeler ce personnage comme tranchant sur le rabbinat orthodoxe et comme se conduisant et ayant une approche très différente de celle que malheureusement nous voyons dans certains milieux orthodoxes. Merci Ilan Gralsheimer d'avoir été avec nous. La semaine politique que vous nous proposez tous les lundis est à réécouter en podcast sur radioj.fr et visible en vidéo sur notre page YouTube. Bonne semaine à vous Ilan et à lundi. Bonne semaine.